Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefangui et on est à Rio de Janeiro au Brésil. On est exactement près de Taquari. Ici, on est juste sur le côté de l'immense site de Hare Krishna. Donc on y va assez régulièrement pour la méditation, pour le yoga. Et puis c'est une tradition sœur de la nôtre. Donc j'aimerais de nouveau vous présenter notre temple bouddhiste, le fixe et le à roulette. Voilà. Et comment on fonctionne. Donc on appartient à une tradition tibétaine qui est la tradition du Dzogchen. Alors quelle est l'origine de cette Dzogchen, de cette tradition de Dzogchen, et qu'est-ce que ça signifie? Alors Dzogchen, ça veut dire abrupt, ça veut dire immédiat, l'éveil immédiat. Une des techniques principales du Dzogchen, c'est de nous confronter immédiatement à nous-mêmes. Alors on a une technique pour le faire. On décrit notre être Bouddha tel qu'il est conçu dans le cadre du Dzogchen et on le confronte avec notre être actuel, notre ego, et on voit toute la mesure qu'il y a à passer de l'un avec l'autre ou de l'un à l'autre. Alors pour moi, c'est très facile parce que moi, j'ai été victime d'accusations calomnieuses absolument toute ma vie qui venaient du renseignement français et généralement des milieux pédocriminels. Si vous tapez sur mon nom sur Internet, vous allez voir que j'ai beaucoup de procès en route. Je suis attaqué par un réseau pédocriminel qui a son appui dans le renseignement français. Donc le renseignement français m'a harcelé depuis environ l'âge de 15 ans parce que j'ai dénoncé la pédocriminalité d'État. Ensuite, ça a été la même chose à Luxembourg. J'ai dénoncé un réseau pédocriminel avec des meurtres sataniques. J'avais des images qui m'avaient été données par un photographe allemand. Et j'ai souligné l'implication d'un groupe de steinériens allemands à l'intérieur de la section psychotronique luxembourgeoise qui pratiquaient des rituels pédocriminels. En venant ici au Brésil, je verrai aussi que je suis attaqué par Raymond Witowski parce que je l'ai dénoncé pour des actes de pédocriminalité et d'infanticide sur sa fille. Dans le cadre du temple, on est amené souvent à confier des choses extrêmement intimes. Elles restent sous le secret du temple, donc je n'en parle pas, je n'en parle à personne. Sauf que au bout d'un moment, le renseignement français s'est inquiété que Raymond Witowski m'ait confié les infanticides, les vols, le trafic de drogue, la pédocriminalité, tout ce qui est autour de ses activités à l'intérieur de l'armée française. Il a été contacté, ils lui ont demandé de mettre fin à ses activités avec nous et à défaut, eh bien, il perdrait sa retraite. Donc, il est rentré dans une stratégie d'obéissance et donc il a reçu l'ordre de l'armée française en collaboration avec le consulat de France de Rio de Janeiro qui abrite un réseau pédocriminel qui a des ramifications jusque dans la justice brésilienne pour eh bien, m'éliminer physiquement. D'abord c'était prendre le contrôle du projet, m'envoyer en prison, ensuite ça a été m'éliminer physiquement et puis dernièrement ça a été des attaques au niveau judiciaire. Donc je le répète bien, Raymond Witowski est l'auteur de viols pédocriminels sur sa fille Solène pendant des années. Il a ensuite, avec sa femme, avorté régulièrement sa fille sans dire qu'il était le père. Cette fille avait vécu un véritable calvaire. On a une autre étudiante d'ailleurs qui est venue en renfort parce qu'elle a vécu la même chose avec son père. Et les enfants ont été assassinés et il nous a raconté tout le moyen de pression que ça a été sur lui dans le cadre de l'armée, notamment à Tahiti, pour eh bien, effectivement favoriser des livraisons de cocaïne à l'intérieur du port de Tahiti à Papeete après qu'il ait quitté l'armée, qu'il était patron de pêche et les missions qu'il a eues auprès d'un certain nombre d'hommes influents pour faire du renseignement et noyauter dans leur entourage et poser du matériel d'écoute et du matériel d'influencement psychotronique. Voilà. Donc dans ce cadre-là, les affaires restent entre nous, sauf que il est rentré contre moi dans une campagne médiatique, et donc j'ai dû me défendre. Et dans le cadre de cette campagne médiatique, eh bien j'ai dû briser le secret professionnel de la confession. Je l'assume totalement pour pouvoir me défendre, parce que les Brésiliens ne comprenaient pas pourquoi ce type faisait d'un seul coup volte-face. Et puis à l'étude, après avoir remarqué une de mes visites à l'ambassade des États-Unis, ils se sont aperçus que l'ambassade de France avait téléphoné derrière pour me décrédibiliser. Donc il y a toute une enquête qui a été montée. On s'est aperçu, les Brésiliens se sont aperçus qu'il y avait tout un réseau pédocriminel français d'influence ici au Brésil, notamment parmi des avocats, dont l'avocat du monsieur.
et que donc on était véritablement, à une nouvelle fois, j'étais confronté à un réseau pédocriminel français d'influencement qui était lié au matériel psychotronique. Alors pourquoi est-ce que c'est toujours un petit peu risqué d'aider une personne dans ce domaine-là? Parce qu'on peut toujours être exposé au chantage. Et ce chantage, en réalité, eh bien, c'est le chantage des réseaux pédocriminels qui sont capables de venir vous assassiner. J'ai moi-même échappé à plusieurs tentatives d'assassinat de Raymond Witowski, mais d'un tueur envoyé par l'armée française, à la demande du préfet de Seine-Saint-Denis, visiblement, mais l'enquête brésilienne le dira, l'enquête française aussi, où il y a véritablement eh bien, une volonté de me détruire et de détruire notre organisation de toutes les manières pour protéger ce réseau pédocriminel. Alors pourquoi est-ce que la pédocriminalité c'est important? C'est important parce qu'on a environ 80% des gens qui fréquentent notre temple qui sont des personnes qui ont été victimes de la pédocriminalité. Donc ce sont aussi bien des hommes que des femmes. Pratiquement l'intégralité des personnes que vous voyez à l'écran qui sont avec nous autour du temple, que ce soit donc les lamas ou que ce soit les bénévoles qui sont autour de nous, ce sont des personnes qui ont été victimes de la pédocriminalité dans leur famille ou à l'église ou à l'école. Voilà. Donc c'est un peu notre marque de fabrique, c'est la pédocriminalité, parce qu'on s'est aperçu que souvent elle était le point de départ de la toxicomanie. Et ces deux sujets sur lesquels on intervient, c'est la pédocriminalité, ses conséquences et la toxicomanie. Jusqu'à présent, j'avais surtout aidé des victimes de pédocriminalité. C'est le cas de Raymond Witowski. Sa femme s'appelle Nadine Grandry. Elle a été victime d'abus pédocriminels de son père et d'un ecclésiastique quand elle était jeune. Elle nous l'a confié dans le cadre de la thérapie. Nous, dans notre cadre thérapeutique, on a l'habitude de tout se dire. Rien n'est caché, c'est comme les alcooliques anonymes, on se dit tout entre nous. C'est ce qui nous aide à guérir. Voilà, parce que ce qui fait le plus souffrir, notamment Solène, la fille de Raymond Witowski, c'est évidemment, et sa petite fille, c'est évidemment de ne pas pouvoir parler. Vous vous souvenez que lorsqu'il m'avait consulté pour le tarot en ligne, eh bien, je lui avais dit que pour venir au Brésil, il fallait qu'il répare les erreurs de son passé, qu'il avait fait beaucoup souffrir sa fille et qu'il avait fait beaucoup souffrir sa petite fille, et que par conséquent, s'il voulait venir au Brésil, il fallait d'abord qu'il fasse un travail de conscientisation et puis ensuite un travail sur lui-même et de pardon et de réparation pour pouvoir venir. Alors le fait est, c'est que ça a provoqué une crise au sein de la famille. Tout le monde, la fille a fini, Solène a fini par avouer les abus pédocriminels, dire à son père qu'elle ne l'avait jamais aimé, qu'il n'était qu'un violeur, ce qui est le cas. Je me suis d'ailleurs demandé comment il a pu imaginer. Pour avoir ce personnage en thérapie pendant un certain temps, on s'aperçoit que c'est quand même quelqu'un qui n'a pas d'affect. Et en faisant les constellations familiales, on s'est aperçu qu'on avait face à un individu extrêmement froid, extrêmement manipulateur, tueur, qui n'existe pas à tuer lorsque ses intérêts financiers sont menacés et qui utilise les techniques de l'armée pour se faire et ses relations avec l'armée, des gens haut placés comme il dit, mais son frère est dans le même réseau pédocriminel pour eh bien, mener des assassinats ciblés, etc. Alors, quand il y a quelqu'un qui vient dans notre temple et qui demande de l'aide, jusqu'à présent, on avait toujours aidé des victimes de pédocriminalité, rarement des auteurs, mais souvent, on s'aperçoit que chez les auteurs, dans 90% des cas des auteurs, ils ont été même victimes. Donc, en recherchant avec lui, on s'est aperçu que lui-même avait été victime des viols de son père, ainsi que son frère et ses sœurs. Donc, c'est une famille où la pédocriminalité est extrêmement présente. Elle est liée à des passés traumatiques qui sont liés à l'Allemagne nazie, etc., au camp de concentration en Pologne et des assassinats qui ont été perpétrés par son oncle Joseph en France, qui ont légitimé la venue de ses parents en France. Donc, c'est un contexte qui est extrêmement lourd. En faisant des constellations familiales des Witowski, on s'est aperçu que c'était une famille extrêmement grande et où ils sont beaucoup dans des métiers qui sont liés à l'armée et la police, parce que généralement, c'est des métiers qu'on n'a pas très envie de faire. Et puis les gens qui sont très psychotiques, schizophrènes, aiment bien les métiers à uniforme. Les métiers à uniforme, ça attire les schizophrènes. Voilà. Ça ne veut pas dire que si vous allez vers l'armée et la police, c'est que vous êtes schizophrène, mais les schizophrènes se sentent mieux dans les métiers à uniforme où on leur donne une identité sociale qui est différente de leur identité réelle. On a une identité d'emprunt. Voilà. Donc, dans le cadre du Dzogchen, on a poursuivi notre parcours, sauf qu'à un moment, ça a gêné la section psychotronique luxembourgeoise, qui avait déjà envoyé Samuel Morel. Il a été contacté par l'unité spéciale de Luxembourg dans le cadre du consulat de France,
Et donc une stratégie d'assassinat a été mise au point contre moi par la section psychotronique luxembourgeoise, qui est ulcérée, qui a pu être dévoilée, ces pratiques d'assassinat de luxembourgeois. La section psychotronique de Luxembourg, c'est le plus gros assassin du pays. C'est-à-dire que les plus grands menteurs, les plus grands voleurs et les plus grands assassins, ils se trouvent à l'intérieur de la police luxembourgeoise. Ça s'appelle la section psychotronique. C'est là où vous avez les individus les plus malfaisants et les plus sadiques, pervers, stupides, prédateurs de Luxembourg, et ils assassinent en permanence des Luxembourgeois dans le cadre d'un ahurissant programme de maintien de l'ordre. Alors j'en ai averti les autorités luxembourgeoises, j'ai publié 2 livres sur la question, j'en ai averti les autorités luxembourgeoises, monsieur le ministre des Armées, monsieur le ministre de l'Intérieur et le grand-duc Henri, en expliquant dans le détail. Alors il est vrai que cette section psychotronique, elle a maille à partir avec la justice dans le cadre de l'affaire de Benjamin Gaiben, qui est un terroriste, super flic, qui travaillait pour l'OTAN et qui a organisé des attentats terroristes, qui a ciblé des personnalités à Luxembourg et qui a donné un pli à cette unité spéciale, à la section psychotronique qu'on trouve encore de nos jours. Mais il y a 9 personnes, dont des hauts directeurs de la police luxembourgeoise, qui sont inculpés depuis le début de cette année 2022 pour activités terroristes. Et donc il y a encore quelques résistances à l'intérieur de la section psychotronique luxembourgeoise. Mais mon affaire, elle a permis de mettre à jour, et je suis très content d'avoir aidé les Luxembourgeois, parce que c'est un pays que j'aime bien. J'aime bien les institutions de Luxembourg, c'est un pays qui fonctionne bien. J'aime bien la culture luxembourgeoise, catholique, traditionnelle. Et je l'ai fait aussi pour Camille, puisqu'il a été assassiné par un Polonais et son frère. C'est pas parce que les choses n'ont pas été rendues publiques qu'elles ne sont pas établies. Donc les gens qui continuent à raconter des salades sur mon compte, ils feraient bien un petit peu de fermer leur bouche. Je pense en particulier à Jean-Marc Deparnay de Marrakech qui a porté plainte contre moi pour insulte publique. D'abord, il n'est pas très bien renseigné sur à qui appartiennent mes chaînes. Et ensuite, les propos ne sont pas mes propos, c'est les propos de Gérard Fauré. Et il n'y a pas de retranscription intégrale des vidéos, et il y a des petits points, et les mots sont déformés, etc., parce qu'ils essayent de tromper l'attention du magistrat. C'était une méthode qui avait été utilisée à Luxembourg dans les écoutes téléphoniques. Les écoutes téléphoniques étaient falsifiées par la police française. Et c'est un truc assez classique de manipuler les magistrats avec des rapports d'écoute bidonnés et avec des comptes rendus de vidéos bidonnés avec 3 petits points. On fait dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit, ça sert à tromper le magistrat. Donc on a eu une stratégie d'enfumage du consulat de France qui souhaitait protéger son réseau pédocriminel. Et puis, on a eu aussi une stratégie d'enfumage de Luxembourg, et ils ont utilisé Raymond comme marionnette parce qu'il est rentré dans une panique de perdre sa retraite. Voilà. Alors, moi, je l'ai aidé de bon cœur. J'ai fait son tamasras. C'est quelqu'un qui a des très bons côtés dans sa personnalité. Et donc, je pensais et je pense toujours que le Dzogchen est une excellente méthode pour lui d'éveil, parce que ça le confronte à sa schizophrénie et à ses tendances familiales. Alors, quand on est dans l'armée, on a un personnage. Il avait un personnage dans l'armée, qui était d'ailleurs quelqu'un proche de ses hommes, qui était plutôt bien. Il a plutôt un bon rapport militaire. J'ai contacté plusieurs personnes que je connais grâce à des relations dans l'armée française des monarchies pour savoir ce qu'il en était de lui. Par contre, il a souvent été cité dans des affaires de pédocriminalité autour de lui. On se demandait bien d'ailleurs pourquoi il voyait rien et pourquoi il parlait pas. On comprend un peu mieux maintenant. Et puis, évidemment, c'est dans la position où il est de perdre sa retraite. Il a obéi aux ordres, et des ordres illégaux, mais c'est pas la première fois qu'il obéit à des ordres illégaux. Voilà. Quant à sa femme, on avait mis en garde tout de suite le couple, parce qu'elle a d'abord une astrologie qui est très mauvaise. Moi, j'ai beaucoup discuté avec elle. C'est quelqu'un qui est en très grande souffrance après des abus pédocriminels nombreux, qui, dans le cadre de sa famille, s'est senti pas obéi par ses enfants, déconsidéré, qui vivait mal la sexualité que lui imposait son mari, qui a fini par se stériliser elle-même pour ne pas avoir d'enfants, qui a avorté les enfants adultérins de sa fille, enfin les enfants incestueux de sa fille, etc. Donc c'est un passé qui est extrêmement traumatique.
il reste quand même qu'elle a un certain nombre de qualités, mais d'un point de vue pathologique, j'ai souligné dès le début que ça serait pratiquement impossible dans le cadre du Dzogchen de pouvoir lui venir en aide. On a fait son thème astral, on a fait ses constellations familiales, et puis on a travaillé sur sa numérologie et surtout son Human Scape, Human Design, pour avoir une idée de quel est son fonctionnement mental, et puis évidemment les fameuses trames. Alors quand on est arrivé au point thérapeutique important, c'est là où ils ont été contactés par le consulat de France, où ils sont rentrés donc en conflit avec moi. Voilà. Donc moi j'ai confiance dans les autorités brésiliennes, ils sont parfaitement au courant de ce qui s'est passé. D'abord parce que je laisse mon téléphone ouvert en permanence et que 100% de des conversations qui sont faites autour de mon téléphone portable sont écoutées, et que par conséquent ils ont entendu tous ses aveux sur sa famille, sur les rapports avec la fille, sur les infanticides, etc. Tout ça est parfaitement documenté. Voilà. C'est toujours un peu dangereux lorsqu'on travaille avec le Dzogchen, parce qu'on peut être confronté à des personnes qui sont victimes et auteurs, et dans leur cadre professionnel, ils peuvent être dans des réseaux, et le renseignement, c'est un réseau qui est particulièrement sadique, pervers. J'ai souligné plusieurs fois à Luxembourg la mauvaise qualité morale des personnes qui travaillaient dans la psychotronique, leurs pratiques, leurs jeux psychologiques, leur volonté d'agresser, d'humilier, de tuer. On a véritablement là un groupe de prédateurs qui se justifient de la raison d'État et d'une politique pour mener véritablement des actes de sadisme qui sont proches de ce qui se passe dans les camps de concentration nazis. Voilà. Alors c'est de la grosse thérapeutie lourde avec des cas qui sont extrêmement durs, et donc ça a un peu tendance à nous occuper, mais on a toutes les autres personnes qui sont dans notre temple et qui eux ont des traumatismes légers, des origines familiales qui sont bonnes, et pour lesquelles le Dzogchen donne de très très bons résultats. Donc notre idée, c'était, puisqu'on garde notre temple principal à Rio de Janeiro, pour un certain nombre de raisons, on est actuellement en train de repartir à la conquête de nos activités économiques et de notre point de développement à Rio, puisqu'on a subi des dénonciations du couple Witowski tout azimut. Alors ce qui est intéressant pour nous, c'est que l'avocat du couple Witowski fait toujours la même faute d'orthographe dans mon nom. Donc à partir du moment où on a des dénonciations qui arrivent, alors la dernière dénonciation c'était pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier, c'est très curieux, c'est ce que j'ai expliqué à l'ordre professionnel, en leur expliquant quelles étaient les activités de notre société fiduciaire, donc c'est une dénonciation calomnieuse. Alors c'est toujours fait de façon anonyme, hein, par l'avocat, toujours dans les mêmes termes, mais ça a été à peu près toutes les administrations, donc ça vous dit long sur la famille Witowski. La famille Witowski a très certainement pendant la guerre dû dénoncer des juifs pour pouvoir les emprisonner, pour pouvoir les dépouiller, parce que l'objectif de Raymond Witowski, c'était évidemment de me dépouiller, ma famille et moi, après avoir essayé de nous assassiner, ma tante et moi, et avoir empoisonné nos associés. Alors, son cheval de bataille, c'était de faire passer mon amie Jocelyne Pochol, qui est témoin dans cette affaire de folle, et il y a des pressions qui ont été exercées sur son fils, qui est professeur de mathématiques à l'école en maths sup, expatrié, et il y a des pressions qui ont été exercées sur eux pour qu'ils se taisent et qu'ils ne témoignent pas. Donc on voit qu'il y a un réseau pédocriminel à l'intérieur de l'armée française et à l'intérieur de la République française. C'est ce qu'on appelle la pédocratie à la française. Alors, ce réseau pédocriminel, il est lié à l'école militaire de Saint-Cyr. Dernièrement est tombé le général Germano 5 étoiles, qui est un pédocriminel notoire, qui s'est réfugié au Togo, où il est conseiller militaire du président du Togo, qui est un pédocriminel notoire. Le Togo, c'est l'asile des pédocriminels de l'armée française. Il y en a toute une collection là. Et pour les toxicomanes et pour les vendeurs de drogue, c'est la République dominicaine. Donc, c'est des faits qui ne sont pas très connus du public, mais qui sont bien connus du renseignement. Et donc les trafiquants de drogue de l'armée et de la police française généralement prennent leur retraite en République dominicaine, parce que la République dominicaine ne pratique pas l'expulsion des ressortissants français, hein, elle ne répond pas aux demandes d'expulsion de la République française. C'est un endroit dont vous ne pouvez pas être expulsé. C'est la même chose pour le Togo. Donc généralement, il y a deux itinéraires pour les bandits du trafic de drogue de l'armée et de la police française, c'est la République dominicaine, et pour les pédocriminels, c'est le Togo. Vers lequel ils sont destinés. Donc ne vous étonnez pas si la destination finale de Raymond Witowski sera le Togo.
On s'est Je ne peux pas tout vous dire de A jusqu'à Z, mais il est évident que la pédocriminalité fait partie des techniques de manipulation du renseignement français, du renseignement luxembourgeois, c'est-à-dire qu'ils impliquent des hommes dans de l'inceste, dans la pédocriminalité, pour ensuite avoir des instruments de pression pour faire passer un certain nombre de dossiers. C'est comme ça que la démocratie française, la République française, ont été complètement dynamitées et ont été remplacées par une pédocratie. Donc on a promu des pédocriminels, des incestueux, des infanticides, parce qu'aussi, c'était pas seulement parce que c'était l'orientation générale du système vers l'antichristianisme, mais aussi parce que ça faisait partie d'un processus de prise de contrôle de la société par la destruction des valeurs morales, la féminisation des hommes, qu'on rêve d'être enceinte et en talons, en train de taper du gland sur un piano, comme l'avait fait le président Zelensky du temps où il était acteur en Ukraine, et cette dévirilisation des hommes, elle s'accompagne d'une masculinisation des femmes. Vous remarquerez, j'ai publié régulièrement qu'il y a beaucoup de militaires et de policiers européens et américains qui sont transgenres, c'est-à-dire dernièrement, c'est le chef de la police criminelle allemande, quand il est arrivé à la retraite, qui a demandé à changer de genre sexuel et qui est devenu une femme. Mais c'est le cas aux États-Unis, le chargé à l'énergie atomique, un amiral de très haut niveau, etc. On a plein de changements de genre sexuel chez les militaires et chez les policiers. C'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai dans tout le monde occidental. Alors évidemment, ça choque beaucoup nos amis russes et nos amis chinois. Mais je rappelle qu'il y a quand même deux pays au monde où il y a beaucoup d'opérations transgenres. C'est la Thaïlande, qui est une monarchie bouddhiste, et c'est l'Iran, qui est une république islamique. Alors, ces opérations de changement de genre, elles visent à mettre l'être intérieur d'une personne en conformité avec son corps. C'est-à-dire qu'il y a certains hommes qui se sentent féminins et d'autres qui se sentent masculins. Mais il y a aussi des hommes qui se sentent enfants, ou des femmes qui se sentent enfants, parce qu'ils sont très immatures d'un point de vue sexuel, et donc ils vont avoir des rapports sexuels avec des enfants. Euh, Parce que d'un point de vue affectif, d'un point de vue de l'érotisme, d'un point de vue érotique, ils se sentent plus confortables avec un enfant. Frédéric Mitterrand disait lui-même, au-dessus de 11 ans, c'est dégueulasse. C'est-à-dire qu'il a certainement eu un viol ou un blocage vers l'âge de 11 ans. Et puis donc il a du mal à avoir une sexualité avec un individu au-dessus de 11 ans. Voilà. Alors évidemment, c'est des cas pathologiques. Ils rendent les enfants avec qui ils ont des rapports sexuels, même s'ils sont prostitués, ben, ils les rendent malades, ils leur font du mal. On le voit dans les thérapies qu'on a au temple. Les personnes qui ont été victimes d'abus sexuels sont traumatisées. Voilà. Le fait est, c'est que partout où je vais, les gens se confient beaucoup à moi. Ils ont raison de le faire. Généralement, je garde le silence, sauf quand on essaye de m'assassiner, je suis obligé pour me défendre. Et bien entendu, je m'entoure de preuves et je communique avec les autorités sur l'opportunité d'avoir, oui ou non, à briser le secret professionnel. Voilà. Alors, il faut savoir que la législation brésilienne est un petit peu particulière, c'est-à-dire en tant que chef d'organisation religieuse, ma parole est prépondérante. C'est-à-dire que c'est lui qui devra apporter la preuve que j'ai tort. Voilà, notamment en faisant témoigner sa fille et en faisant témoigner sa femme, ce qui serait très intéressant. J'aimerais bien les voir tous les deux prêter serment, parce qu'au Brésil, on prête serment et si on ment, on est parjure, avec un dossier du renseignement accablant sur le juge du bureau et les voir mentir. Là, on serait dans la continuation de la thérapie du Dzogchen. Elle fonctionne comme ça. Le Dzogchen, il vous met en situation. Voilà, et c'est là où vous allez découvrir qui vous êtes. Voilà. Donc, pourquoi un homme et une femme peuvent violer, assassiner, mentir, rentrer dans une situation de devenir des assassins? Ils le font parce qu'ils ont peur. Et ils ont peur de qui? Ils ont peur de quelqu'un ou de quelque chose qu'ils considèrent comme une autorité supérieure qui les fait vivre. Et c'est vraiment le noyau du problème que j'ai identifié à Luxembourg, sur lequel j'ai communiqué avec les autorités luxembourgeoises, c'est que les gens de la section psychotronique, ce sont avant tout des gens qui ont peur, qu'on sache ce qu'ils font, et c'est des gens qui se sont mis là parce qu'ils ont peur de leur propre pulsion sadique, de leur capacité à tuer,
Et donc, ils sont là à tuer, à assassiner, à mentir, parce que c'est ce qu'ils sont. Ils le font dans leur cadre professionnel et ça leur pose pas de problème. Donc, c'est des gens qui ont des troubles psychiatriques de schizophrénie. C'est-à-dire que généralement, leur famille ignore que dans leur cadre de leur travail, eh bien, ils harcèlent, ils humilient, ils volent et ils tuent. C'est ce que fait la section psychotronique luxembourgeoise. Elle le fait en toute illégalité et généralement, ça va extrêmement plus loin que ce qui est dit dans leur rapport. Les rapports sont expurgés et on a là véritablement, on aura à juger dans le futur ces gens-là de la même façon dont on a jugé les pervers dans les camps de concentration nazis. C'est pour ça que régulièrement, je vous ai dit, la psychotronique a transformé nos sociétés en camps de concentration, d'extermination et de torture à ciel ouvert. Je l'ai dénoncé les faits pour la prison de Shrasich. Ça a bougé un petit peu quelques lignes à la prison, mais il est clair qu'on on ne sortira de ce problème que lorsqu'on aura ce système se sera écroulé. Et ce système, c'est avant tout un système de destruction des valeurs traditionnelles. Et ce système, il est mené par une mentalité. Cette mentalité, c'est celle des Édomites. On est actuellement dans une situation où il y a un groupe de personnes qui ont une certaine mentalité, qui sont antisémites, qui haïssent le christianisme, le judaïsme et l'islam, qui veulent le détruire et qui sont rentrés dans un processus de destruction du christianisme, du judaïsme et de l'islam pour faire triompher un mode de pensée qui est celui de l'homme de Néandertal, c'est-à-dire l'enfermement dans la caverne psychique, l'inceste, la consanguinité, et puis le meurtre gratuit et la prédation de l'homme contre l'homme. Ça porte un nom, ça s'appelle l'agenda 2030, c'est-à-dire quand vous regardez toute l'idéologie qui sous-tend les idées de l'oligarchie financière anglo-saxonne et ce qu'on peut appeler maintenant la gouvernance mondiale ou nouvel ordre mondial, eh bien vous avez ces tendances-là, c'est ce que je vous explique sur la chaîne Pascal Trefingui, Actualité synarchique au singulier, il y en a une autre au pluriel. Voilà, il y a deux chaînes, n'hésitez pas à vous abonner. Donc dans ce cadre-là, on est face à une confrontation entre ce que les rabbins appellent les Édomites et les autres sémites ou l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité est confrontée aux Édomites. Dans le cadre de cette confrontation, les Édomites ont eu l'aide d'ethnies khazars qui, à un moment de leur histoire, se sont convertis tantôt à l'hindouisme, tantôt au bouddhisme, tantôt au judaïsme, tantôt à l'islam. C'est ce qu'on appelle les turco-mongols. C'est des ethnies qui ont été en contact avec les grandes civilisations. En Chine, ils ont attaqué la civilisation chinoise, ils ont essayé de la détruire, puis ils se sont convertis au bouddho-taoïsme. En Inde, c'est pareil, les Mongols sont rentrés dans la civilisation indienne et ils ont fini par se convertir à l'hindouisme. C'est pareil dans l'islam, les Turcs sont rentrés dans la civilisation musulmane et ils ont fini par se convertir à l'islam. Et là, c'est pareil avec les Khazars, ils sont rentrés dans la civilisation juive et ensuite elle s'est effondrée. Voilà. Donc ces gens-là ont des reliquats de toutes ces civilisations. C'est ce qui vous explique pourquoi dans ces milieux édomites, eh bien, ils vont utiliser des reliquats des traditions spirituelles du monde entier, notamment des mystères antiques, et une déformation des religions et des initiations. Alors évidemment, c'est facile à quelqu'un comme Jabba, Gawain Saylor, qui est un juif apostat de babylondécodite.fr, .de d'ailleurs aussi, .en en anglais je pense, ou .ch. Eh bien ce garçon-là, il vient d'un milieu juif, donc khazar, et puis donc pour lui, il ne perçoit, à cause de son éducation et à cause de son milieu, il ne conçoit les civilisations et il ne conçoit les initiations et les mystères antiques qu'à travers le prisme de l'édomisme. Donc la façon dont les édomites utilisent, dans le cadre de la gouvernance mondiale, les mythes et les mystères antiques et les symboles, notamment religieux, et les religions, il ne le perçoit qu'à travers l'usage qu'en font les Édomites. Or, c'est le piège. C'est-à-dire, c'est de croire que les Édomites sont les gardiens de la civilisation et des religions et des initiations. C'est faux. D'abord, ils en sont les destructeurs et ils les ont détruits partout. Et ces Édomites détruisent les civilisations partout. Ils ont détruit la civilisation égyptienne, ils ont détruit la civilisation assyrienne, ils ont détruit la civilisation babylonienne, ils ont détruit la civilisation médo-perse, ils ont détruit la civilisation grecque, ils ont détruit la civilisation romaine, ils sont en train de détruire la civilisation chrétienne atlantique de la même façon. Donc voilà un peu les explications que vous êtes en droit de recevoir.
c'est-à-dire ne voyez pas les religions, ne voyez pas les initiations, ne voyez pas les civilisations à travers le prisme qu'en donnent les Édomites qui contrôlent le monde occidental en vue de la gouvernance mondiale. Parce que les idées que vous allez avoir de la religion, de l'initiation, des civilisations et même du nomadisme sont fausses, sont les idées et l'usage que les Édomites en font. Donc il est très important de comprendre qui sont ces Édomites. Les rabbins nous aident à comprendre qui sont ces Édomites. Dans le cadre de l'islam aussi, c'est ce qu'on appelle les Roums, hein, les Romains. Mais ce vocable désigne aussi bien les Grecs d'Alexandre le Grand et désigne aussi les États-Unis d'Amérique et les gens qui les contrôlent, c'est-à-dire la couronne britannique, la City of London, et je rappelle que le nid d'aigle de ces gens-là, c'est-à-dire leur repère ultime, c'est pas la City of London, c'est pas Wall Street, leurs institutions, leur argent, leur cadre initiatique, tout ça, c'est en Suisse. Donc, si les Suisses se conscientisaient un petit peu et s'ils ne se laissaient pas acheter par l'argent, ce qu'ils ont toujours fait au cours, ça fait des siècles que les Suisses se font acheter. Ils appellent ça la neutralité, moi j'appelle ça la corruption. Donc les Suisses se laissent corrompre et on a là en Suisse la citadelle de l'édomisme, de la falsification des religions, de la falsification des initiations et la boîte à pizza, le gâteau de miel de cette bande de psychopathes édomites. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, le choix, il va se faire. Où est-ce que vous apparteniez à l'humanité? Où est-ce que vous appartenez aux Édomites? Voilà. Les traits des Édomites, je vous les ai assez souvent décrits. C'est la façon dont fonctionne la gouvernance mondiale, c'est la pédocriminalité, l'inceste, l'infanticide, c'est la pédocratie en règle générale, avec l'inceste, avec la consanguinité, avec l'abus ritualisé des enfants, avec l'infanticide, les avortements, avec les injections létales sur les enfants, les modifications de l'ADN, le dépeuplement, les questions sur la surpopulation. Ils ont un traitement de l'enfant. L'enfant est considéré comme un ennemi. Voilà. Soit il doit être détruit, soit d'être objet de plaisir sexuel et transformé en schizophrène, possédé. Leur deuxième cheval de bataille, c'est évidemment les drogues et la confusion mentale. Donc ce sont des créateurs de fausses religions, la théosophie, le spiritisme, l'anthroposophie de Rudolf Steiner, le New Age. Ce sont des fausses religions qu'ont créées les Édomites. René Guénon s'est largement exprimé sur ces sujets dans L'erreur spirit, la théosophie, histoire d'une pseudo-religion et le règne de la quantité et les signes des temps, mais c'est aussi la psychanalyse de Freud. C'est des gens qui vous enferment dans le mémoriel, dans la confusion mentale et dans le labyrinthe intérieur de toutes vos négativités. D'où d'ailleurs le cri de Nadine Crandry dans la dernière vidéo, puisque leur chaîne a disparu, où elle disait: vous voyez ce papillon noir, il est là, il essaye de survivre, ce beau papillon noir, il est affreux, hein, il est sur des traces de pétrole, la pauvre. Et elle dit: ben vous voyez, et c'est le cri du MK Ultra, c'est notre mental, les négativités nous cernent, sont autour de nous. Eh bien, en nous restant connectés avec l'amour qui est à l'intérieur de nous, et en restant connecté avec la lumière, dit-elle, eh bien, on s'aperçoit que tout ça a été créé par notre mental et n'existe pas et sera sans conséquence. Là, c'est faux. Tous les empoisonnements de mes associés, les ordres de m'assassiner, les compromis avec le consulat de France et avec l'armée française et la section psychotronique luxembourgeoise, ça a bien existé, tu l'as bien fait. Tu as bien volé, tu as bien menti, tu as bien fermé les yeux sur les assassinats que tu as faits, tu as fermé les yeux sur l'inceste, sur la violence, tu as fermé les yeux sur les activités criminelles de ton mari, tu fermes à nouveau les yeux sur les empoisonnements que tu as commis, ce qu'il a commis, les ordres que tu lui as donnés de m'assassiner qui ont été enregistrés, et vos relations avec les réseaux pédocriminels influencés par la France au Brésil. Voilà, tout ça, ça existe bien. Alors, je comprends que ça ne te donne pas une image satisfaisante de toi, Nadine, et que ça ne te rende pas heureuse et que ça soit rempli de négativité, mais il faut que l'éveil ne sera atteint que quand tu seras capable d'affronter qui tu es, ce qu'on t'a fait quand tu étais petite, qui tu es, ce que tu as fait, et encore maintenant, ce que tu continues à faire, et quand eh bien, tu affronteras tout ça en sachant que c'est toi, ça fait partie de toi, ça a existé, mais c'est pas tout toi.
il y a une autre partie de toi, et cette autre partie, elle est lumineuse, elle est Bouddha, et c'est cette partie-là qui doit prendre le dessus sur le reste. Alors c'est vrai que c'est très difficile quand on a fait toute une carrière infernale pour la République et ses mensonges, pour l'OTAN, pour l'ONU, tout ce qui s'est passé à la maison, tout ce crado traumatique, mais il peut être affronté sans peur, quelles qu'en soient les conséquences, et il peut être vaincu. Alors c'est vrai que c'est difficile pour elle parce que elle a une toute petite retraite de 400 euros par mois. Si elle lâche son mari, elle se retrouve avec rien. Il n'est pas généreux avec elle, elle n'a pas de bien, alors qu'elle a travaillé toute sa vie pour sa famille. Donc elle n'a aucun bien. Donc elle se retrouverait eh bien, avec 400 euros de retraite par mois, loin de sa famille, etc. Et puis avec une dégringolade au niveau social. Et à 60, près de 70 ans, à 70 ans, maintenant 66 ans, c'est très difficile à vivre, je le comprends très bien. Mais je lui ai toujours dit qu'il fallait pas qu'elle ait peur. Moi, j'ai connu des dégringolades sociales et de retour au niveau social. Elle a aussi sa maman, donc elle pourrait s'occuper, qui ne cesse de publier des appels à l'aide assez inquiétants d'ailleurs sur Internet. Et quand je les ai relayés, elle m'a menacé de me poursuivre, alors que j'ai mis des informations qu'elle met elle-même sur Facebook. Voilà, bon, enfin, on est de toute façon dans une famille qui a un ego social. C'est le seul truc qui les fait tenir. Et derrière, c'est un océan de larmes. Hein. Alors, ces cas, ils sont extrêmement extrêmes, mais ce n'est pas la majorité des cas. Et ce qu'on fait dans notre temple, c'est-à-dire qu'on est venu en aide à tout plein de personnes. Dernièrement, il y avait un groupe bon, j'étais dans le cadre, dans un endroit, il y a eu un quart touristique, et il y a une jeune fille qui s'est sentie de plus en plus mal, qui est tombée dans les pommes. Et puis, donc, les secours lui ont venu en aide, etc. Tout allait bien. Et puis, elle est venue plusieurs fois discuter avec moi. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau énergétique. Elle avait besoin de se confier. Donc, je lui ai proposé de lui faire un soin de Reiki, ce que j'ai fait. Pendant le soin de Reiki, elle s'est endormie très profondément. Puis, quand elle s'est réveillée, elle était en larmes. Et je lui ai demandé ce qui lui était arrivé. Et bon, elle m'a raconté qu'elle était violée par son beau-père. Et donc, du coup, il y avait deux, trois petites jeunes filles qui étaient là, et les jeunes filles se sont mis à parler. Et il y a une des jeunes filles qui m'a dit que son père lui imposait des rapports sexuels aussi. Donc voilà, donc du coup, il y a une dynamique de groupe qui s'est mise. J'ai discuté avec ces jeunes filles, je leur ai expliqué qu'on pouvait les aider, comment elles pouvaient réagir, qu'il fallait qu'elles parlent, qu'elles n'aient pas peur et qu'elles parlent, quels qu'en soient les risques. Et le lendemain, j'ai rencontré des gens très sympas à l'hôtel. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui sentait que je devais me montrer généreux envers ces personnes-là, ces gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc, je les ai invités à une grande balade avec un véhicule électrique que j'ai loué. On est allé visiter un site, etc., etc. Puis, en fin de parcours, en fait, la dame m'a expliqué pourquoi elle était dans cette peur, etc. Elle m'a expliqué son parcours. Et sa fille a été victime d'abus sexuels de son père. Donc on est resté en contact, on est resté amis. Je lui ai mis en contact avec des bénévoles du temple, avec des femmes qui sont passées par la même chose, l'abus sexuel elles-mêmes ou leurs filles, pour avoir une espèce de genre AAA, pour avoir une solidarité entre victimes. Et c'est ce que je voudrais dire à toutes les victimes de pédocriminalité, c'est une personne sur 5 en France, il faut que vous parliez. Vous ne pouvez pas rester sans rien dire. Il ne s'agit pas d'aller à la police, il ne s'agit pas d'aller voir des juges, etc. Il faut que vous parliez de ce que vous avez vécu et que vous en parliez avec des personnes qui ont vécu la même chose que vous ou avec des thérapeutes. Moi, j'ai de la chance, j'ai jamais été victime de pédocriminalité. Je remercie Dieu de vraiment d'avoir été protégé de ça, mais j'ai souvent aidé des personnes qui étaient victimes de pédocriminalité au cours de mon existence et j'ai affronté les réseaux pédocriminels d'État. Voilà, ça a failli me coûter la vie, ça m'a coûté un cancer, mais bon, j'ai fait mon devoir. Dans le cadre de notre temple, on s'est aperçu que plus on allait à l'extérieur et plus en fait et qu'on sortait du public français, plus on était en contact avec ce type de souffrance. C'est-à-dire des personnes qui ont vécu des abus sexuels, principalement dans le cadre familial. Et donc l'idée s'est mise à jour qu'on pourrait enseigner cette technique du Dzogchen, non pas seulement au temple à Rio de Janeiro, mais de manière itinérante. Donc Sébastien a proposé, c'est très généreux de sa part, d'acheter un immense camping-car qui va être peint avec un côté atlantique, un côté pacifique, c'est en cours, et derrière il y a notre Bouddha avec des plumes d'Indien de notre temple bouddhiste, et d'aller sur les routes de toute l'Amérique du Sud
pour expliquer ce qu'est le Dzogchen, expliquer ce qu'est la non-dualité et expliquer ce qu'est cette nature Bouddha. Ça s'est jamais fait. Donc on est très content. Faut savoir qu'on n'est pas aidé financièrement par qui que ce soit. C'est nos bénévoles et moi-même qui avons l'intégralité de la charge de ce que nous faisons. Les pertes qui ont été générées par le consulat de France et la section psychotronique luxembourgeoise à travers les agents Witowski et Morel ont coûté beaucoup d'argent à mes associés et m'ont coûté beaucoup d'argent. C'est de l'argent qu'on aurait pu utiliser pour venir en aide aux victimes d'abus sexuels. Mais bon, ça fait partie du parcours. À partir du moment où ils sont impliqués dans un réseau pédocriminel d'État et qu'il y a des chantages qui sont exercés sur leur patrimoine et leur salaire, c'est tout à fait explicable. C'est pas pour autant pardonnable, mais c'est compréhensible. Voilà. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas de haine personnelle de mon côté, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit au tribunal. Moi, j'ai pas de problème avec Raymond. C'est lui et les gens qui l'utilisent qui ont un problème avec moi. Et c'est un problème qui est lié à la vérité, et c'est-à-dire c'est l'existence d'une pédocratie, c'est-à-dire que la pédocriminalité, l'inceste, le viol sont utilisés, mais aussi les stupéfiants. On aide beaucoup, grâce notamment à l'iboga et l'ayahuasca, et grâce aux indigènes à la cure des herbes dans le domaine des dépendances aux produits chimiques. Alors ça prend quelquefois un cours qui est un peu bizarre. Euh, euh, Vous avez vu avec Arthur, mon ex-compagnon, il y a eu de très très bons résultats. Mais le Dzogchen, en règle générale, dans sa façon de faire, il va accentuer les symptômes. C'est le cas de toutes les thérapies douces et toutes les méthodologies douces, contrairement à la médecine chimique. La médecine chimique, ça vous gratte, vous mettez une crème, ça gratte plus. Eh bien, les médecines naturelles, elles vont tendance à faire que vous avez plus vous gratter au début, puis après, ça va disparaître définitivement. C'est un peu ce qui se passe dans le Dzogchen. Le Dzogchen, il traite l'ego et le manque de sincérité. Dzogchen, on pourrait même le traduire par sincérité. C'est l'école de la sincérité. On apprend à accepter d'être soi-même. Alors, 2 fois par an, on a des cours présentiels de premier degré et de deuxième degré. Ça s'appelle distorsion astrale et distorsion élémentale. Cette année, c'est limité à 5 personnes. Cette année, on était 5 et on a fait ce cours de distorsion astrale. Ça a amené beaucoup de changements chez les personnes qui l'ont fait. Il n'y a qu'une seule personne qui est partie, mais cette personne est partie, elle est partie du projet pour des raisons personnelles, mais c'est surtout parce que Nadine et Raymond et Muriel, à travers Cathy, qui est une de nos bénévoles, qui est maintenant exclue du temple, pour faute professionnelle grave, lourde, donc des vols de documents. J'ai décidé de mettre fin cette semaine à son visa permanent. Puisqu'elle ne veut pas restituer des documents qui ont été volés à la demande de Nadine et de Raymond. Alors c'est principalement mon dossier de divorce, etc. Mais il y a aussi une personne juive qui est sur notre projet et qui a été calomniée par cette personne et dont des documents ont été volés. Voilà. Après recoupement et observation de la vidéosurveillance, puisque j'ai une vidéosurveillance dans mon appartement, on sait que c'est elle. On l'a prévenu plusieurs fois de bien vouloir rendre les choses gentiment. On l'a suivi pour savoir si elle rencontrait bien Muriel et on en a la preuve. Alors, il est bien entendu interdit à personne de rencontrer qui que ce soit. Mais à partir du moment où la section psychotronique de Luxembourg et le consulat de France ne lâchent pas l'affaire et entendent pousser à continuer à me harceler, il y a des écoutes téléphoniques et du harcèlement psychotronique en permanence venant de Luxembourg. Ça vient que de Luxembourg, hein. Ça vient pas de la France, ça vient uniquement de la section psychotronique luxembourgeoise. Alors c'est un petit peu embêtant pour moi, parce que c'est pas mon propre pays qui me harcèle. Jusqu'à présent, c'était toujours les Luxembourgeois. Pour les Français, j'ai moins de preuves, parce que maintenant j'ai toutes les preuves pour demander l'asile politique, où j'ai envie de le demander. Je remercie les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont donné les dossiers et qui m'ont appuyé au Brésil. Il y a des policiers intègres au Brésil qui ne sont pas dans les réseaux d'influence pédocriminelle et qui étaient très contents de voir le réseau pédocriminel du consulat de France et d'Allemagne sauter. Je rappelle que le consul de France vient d'assassiner son mari, il est homosexuel, il est depuis un certain temps à Rio de Janeiro, et il vient d'assassiner son mari,
et il a fait passer l'assassinat pour une chute. Voilà. C'était d'ailleurs l'ordre qui avait été donné à Raymond Witowski par sa femme, mais qui étaient des ordres psychotroniques venant de Luxembourg, organisés en collaboration avec le consulat de France, de me faire tomber du haut de l'immeuble ou de différents endroits. Bon, j'avais été prévenu, j'avais un enregistrement de Nadine donnant des ordres de me jeter du haut de l'immeuble. Évidemment, je n'ai pas répondu à la demande de Raymond de me rencontrer en haut de l'immeuble, puisque ce qu'il avait prévu, c'était de me jeter du haut de l'immeuble. Juan a fait exactement la même chose. Il était sous stupéfiant et sous psychotronique par son téléphone, très sous. Et donc le soir de son anniversaire, il a été très clair devant plusieurs témoins, puisqu'il a dit, puisque ses associés n'arrivent pas à le faire, c'est moi qui vais le faire. Et il a essayé de me jeter du haut de l'immeuble. Il m'a ensuite poursuivi avec des bouteilles avec son frère pour essayer de me taper dessus. Et quand la police est venue, ils m'ont accusé d'avoir soi-disant de la drogue et d'être drogué. Donc j'ai discuté avec les policiers qui sont partis, qui l'ont laissé. Et 4 jours après, Nadine lui a demandé d'aller porter plainte contre moi, ce qu'il a fait. Voilà. Donc, bien entendu, j'ai pardonné Juan, vous savez que je suis toujours en contact avec lui, etc. Tout comme j'ai pardonné Nadine et Raymond. Pour moi, ça n'a pas de très grande importance. C'est juste des gens qui sont en thérapie et leur thérapie ne fonctionne pas parce qu'ils ont un problème de loyauté. Est-ce qu'ils sont loyaux envers eux-mêmes, avec leur pouvoir intérieur, ou est-ce qu'ils sont loyaux avec une autorité extérieure? Cette autorité extérieure, elle leur donne de l'argent, elle leur donne un ego social. Et donc le Dzogchen, il fonctionne intégralement sur ça, et c'est notre travail, notre angle de travail, où on vous aide à sortir de l'ego social. Donc l'objectif, c'est de démasquer l'ego social, de démasquer les systèmes de dépendance à l'image, au mensonge, de démasquer les systèmes de confusion, et de démasquer les mécanismes qui vous amènent à vous tuer de l'intérieur, c'est-à-dire à tuer votre Bouddha intérieur. Quand Raymond Witowski a essayé de m'assassiner, c'était pas Pascal Trefingui qu'il essayait d'assassiner. Ce qu'il essayait d'assassiner, c'était son Bouddha intérieur qui lui renvoyait une image déplorable de lui. Or, il ne veut pas faire sa thérapie, il ne veut pas être confronté à lui, à ce qu'il est, à la réalité de sa famille, en règle générale, la réalité de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, etc. Il ne veut pas être confronté à ça. Or, le Dzogchen, il nous confronte à ça. On a une technique qui s'appelle le Naikan, qui vient du Japon, mais qui est une technique aussi de Dzogchen, qui consiste à d'abord observer tout le bien qui nous a été fait par la nature, par nos parents, par la société, etc. Ensuite, on doit considérer tout le mal que nous-mêmes nous avons fait. C'est très important de considérer tout le mal et toutes les erreurs que nous avons fait, de méditer dessus, de bien les noter dans sa tête ou sur un papier et un crayon, qu'un papier et un crayon. Mais c'est mieux dans sa tête de le méditer, point par point de son existence. Salut Laranja, je vais vous présenter Laranja. Voilà Laranja. Hop là. Voilà le petit Laranja. Salut Laranja. Ça veut dire orange. C'est un édomite. Et celui-là est sympa. Il est bien domestique. C'est un bon édomite, c'est un bon chien domestique. Voilà, très gentil. Voilà, les édomites, ils sont gentils si on les domestique bien. Ce sont des gens qui ont un visage humain, mais qui ne sont pas des êtres humains. La question, c'est ont-ils une nature Bouddha? Personnellement, je pense que non. Je pense que les édomites n'ont pas de nature Bouddha. Ils sont certainement les seuls éléments dans la création qui n'ont pas de nature Bouddha. Et ça renvoie d'ailleurs à leur origine. Quelle est l'origine des Édomites? Voilà. Et quelle est l'origine des Néandertaliens? Voilà. Alors c'est un thème qui se discute dans le bouddhisme. Jusqu'à présent, j'ai toujours pensé que les Néandertaliens, les Édomites avaient une nature Bouddha. J'en viens à me poser des questions, à savoir est-ce qu'ils ont réellement une nature Bouddha. J'ai envoyé quelques courriers à différents lamas que je connais pour aborder cette question, notamment un lama que j'aime bien, qui a fait une étude sur les 18 niveaux de vacuité. Et puis un ami qui est au Japon et qui est spécialiste dans le cadre du bouddhisme de la nature Bouddha. Pour lui, tout a une nature Bouddha, sauf les êtres artificiels, c'est-à-dire que par exemple ce carrelage n'a pas de nature Bouddha. Mais la pierre dont elle est issue, elle avait une nature Bouddha. Donc la théorie, c'est qu'un certain nombre de personnes n'ont pas de nature Bouddha parce qu'ils sont artificiels. Voilà. Ça explique mieux d'ailleurs la volonté de faire des êtres artificiels. Et sans doute les viols d'enfants privent les enfants de l'accès à leur nature Bouddha, en faisant des individus décloisonnés avec plusieurs sous-personnalités. Et ces sous-personnalités sont autant d'obstacles à l'accès à la nature Bouddha.
Donc très certainement, les personnes qui sont victimes d'abus pédocriminels ou qui en sont les auteurs, ce sont des gens qui n'ont plus accès à leur nature Bouddha, ce qui légitime d'ailleurs notre temple et pourquoi on décide d'aider les personnes qui ont des problèmes de drogue et des problèmes d'abus sexuels. Voilà. Moi, je viens d'un milieu où il n'y a pas d'abus sexuels, où il n'y a pas de drogue. Et ça a été un choc pour moi de découvrir à l'école, quand j'étais au collège, l'existence d'abus pédocriminels et de viols et l'existence de drogue. Parce que j'étais dans un milieu où il n'y avait pas d'abus et il n'y avait pas de drogue. Donc c'est un peu comme le Bouddha qui est sorti de son palais et qui a découvert l'existence de la vieillesse, de la maladie, de la mort et des ascètes. Bien, quand je suis sorti de mon milieu social, j'ai découvert l'existence de la drogue et de ses ravages, de l'abus criminel, sexuel criminel et de ses ravages. Et puis, du coup, j'ai découvert que eh bien, le Bouddha nous donnait tout à fait des instruments thérapeutiques pour aider. Voilà. Alors, comme j'avais deux possibilités dans ma vie, c'était d'avoir une vie heureuse et de rien faire de ma vie, qu'être un tube digestif et de me reproduire, et de participer à la société, ou alors de devenir thérapeute, mais pas psychothérapeute. Moi, je suis pas psychothérapeute. C'est ce qu'on vous offre, c'est un cheminement spirituel. Moi, je suis un enseignant spirituel, un leader spirituel, et donc c'est une thérapie spirituelle. C'est pas une thérapie psychologique. Voilà. C'est toute la différence d'ailleurs. On a des gens dans notre cadre qui sont naturopathes, comme Sébastien, qui sont psychothérapeutes, comme Nicolas. Et puis, on a une des lamas qui a travaillé en hôpital psychiatrique, qui a une formation donc en accompagnement psychiatrique. Mais moi, c'est bien que j'ai fait des études de psychologie et j'ai beaucoup étudié la psychologie orientale, je ne suis pas psychothérapeute. Hein. Donc, la thérapie se passe au niveau spirituel. Ça explique d'ailleurs pourquoi, plus facilement que d'autres, j'ai eu les confidences de ces jeunes filles, j'ai eu les confidences de cette dame, j'en ai assez régulièrement. Je dois dire qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'une personne dans mon entourage me consulte sur cette question. Voilà. Et sur les toxicomanies, je dois dire que j'ai distribué pas mal d'iboga autour de moi. Ça fait beaucoup de bien. Nadine en avait pris 3 jours. Ça lui avait fait pas mal de bien. Elle avait interdit qu'on en donne à son mari. C'est comme assez caractéristique. Et ça lui avait fait du bien au moment où elle l'a pris. Elle s'était un petit peu ouverte. Elle avait accepté d'aller vers la psychothérapie des trames. Voilà. Alors, c'est un échec thérapeutique. Et cet échec thérapeutique est instrumentalisé par les gens qui veulent me détruire. Alors, c'est pas tellement que l'État français ou l'État luxembourgeois voudrait me détruire. Tout le monde connaît l'existence de la psychotronique, des services de psychotronique. C'est surtout les personnes qui sont dans ces services-là qui n'ont pas envie d'être démasquées, et surtout qui refusent d'entendre ce qu'on leur dit. C'est-à-dire que ce système va s'effondrer et que ça va très mal se passer pour eux. Il y en a pratiquement aucun qui risque de survivre. C'est-à-dire ils seront exterminés par la population. J'ai mis à jour et j'ai expliqué d'ailleurs aux autorités luxembourgeoises, qui elles-mêmes en ont la preuve, qu'il y a un choc en retour des manipulations psychotroniques, c'est-à-dire que quand vous maltraitez psychotroniquement une population, quand le système de psychotronique s'effondre, la population se venge. Il n'y a pas que moi qui le dis. Zbigniew Brzezinski l'écrit dans un livre qui s'appelle Between Two Ages, entre deux âges, qui nous parle de la société technotronique. Et il dit lui-même que la prise de contrôle mental de la population est tellement monstrueuse, les techniques de soumission de la population sont tellement abjectes, et qu'il sera très difficile à la population de prendre conscience de ce qui lui est arrivé, avec des arguments logiques et factuels. Par contre, du point de vue instinctuel, la population aura une réaction. C'est-à-dire que l'espérance de vie des policiers et des militaires qui utilisent la psychotronique, lorsque ce système va s'effondrer, est nulle. Ces gens-là vont se faire prendre à partie, déchiquetés, déchirés par la population, ce qui vous explique d'ailleurs le climat de guerre civile vers lequel on va partir. Je peux vous assurer que si demain l'ambiancement psychotronique du peuple français, vous coupez la télévision, vous supprimez le GSM et vous supprimez les tourgouènes et l'ambiancement psychotronique de la population française, je vous assure que ça va être très très dur.
Et les premières personnes qui vont être exterminées, ce sont les policiers et les militaires. Je pense que la population a accumulé une telle quantité de frustration et de rage qu'elle assassinera tout policier et tout militaire qui est sur son chemin. Alors, ce n'est pas toute la population, mais il y a des personnes, notamment chez les jeunes, qui ont tellement été victimes d'une dépossession d'eux-mêmes. Certaines calment leurs pulsions criminelles envers la police et l'armée en usant du cannabis, par exemple. C'est pour ça qu'il y aura de plus en plus de libération du cannabis, parce qu'il y a besoin d'un tranquillisant social face à la psychotronique, hein. Les drogues ont été interdites au début pour permettre à la psychotronique de faire son travail. Et maintenant où il y a un ras-le-bol par rapport à la psychotronique, il y a une contre-réaction, ils vont réintroduire les stupéfiants pour calmer la population. Donc ça ne se fera pas à coup de Xanax et de Rivotril, ni de Risperdal, ça se fera à coup de cannabis et vous allez de plus en plus avoir une libéralisation des stupéfiants. Voilà, donc au début c'est Nixon, d'ailleurs les stupéfiants étaient autorisés aux États-Unis, jusqu'à Richard Nixon, vous pouviez aller dans une pharmacie acheter de la cocaïne ou du cannabis, il n'y avait aucune interdiction, c'était réglementé. Et à partir de Richard Nixon, on a la psychotronique qui arrive, et là tout est interdit, y compris le LSD qui avait été promu par la CIA dans les universités. On a une interdiction totale de tous les stupéfiants, et ça va rapporter beaucoup d'argent au réseau mafieux à l'intérieur de la police et l'armée. C'est pour ça que j'étais intéressé par tout ce que Raymond m'a raconté sur le trafic de drogue de la marine nationale et de l'armée française en général à Tahiti et les liens entre les grosses fortunes de Tahiti, le trafic de drogue. C'est vrai aussi en Nouvelle-Calédonie avec la famille Lafleur. On a une de nos lamas qui vient de Nouvelle-Calédonie. Moi, j'ai moi-même j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie dans le milieu indépendantiste et dans le milieu indigène kanak, et j'étais parfaitement informé du trafic de drogue qui est mené par l'armée française et de l'ambiancement psychotronique de la Nouvelle-Calédonie où c'est extrêmement violent contre les Kanaks. Voilà. Donc l'armée française dans les territoires d'outre-mer et l'armée coloniale est toujours extrêmement violente. Voilà. Donc vous le voyez mes chers amis, notre objectif c'est de vous aider à découvrir votre nature Bouddha et à vous défaire de ce que vous n'êtes pas. Mais avant de pouvoir vous défaire de ce que vous n'êtes pas, eh bien, il faut d'abord voir tout ce que vous avez reçu dans la vie, c'est très important. Ensuite, de voir tout le mal que vous avez fait, c'est très important. Et ensuite, de voir tout le bien que vous allez pouvoir faire. Et le bien que vous allez pouvoir faire, vous n'allez pas pouvoir le faire à partir de votre ego, parce que votre ego va se satisfaire du bien que vous allez faire un bien qui est égo-infecté, infecté par l'ego. Vous allez faire du bien à partir de votre nature Bouddha. Le seul et véritable bien que vous allez pouvoir faire dans votre existence, il est fait à partir de votre nature Bouddha. Si vous essayez de faire du bien à partir de votre ego, vous ne ferez pas du bien. Un véritable bien, c'est infecté par l'ego, c'est du bien égocentré, égocentrique, égo-infecté. Donc le but de notre travail au Brésil, et je remercie les autorités brésiliennes de nous avoir soutenus, de continuer à nous délivrer des visas permanents, de m'apporter l'aide qui m'est apportée à tous les niveaux, parce que je reçois beaucoup d'aide ici au Brésil. Je remercie une fois de plus les autorités du Brésil, je remercie une fois de plus la police brésilienne, en particulier les services secrets brésiliens, qui savent que je suis un opposant politique à la République française et à la pédocratie luxembourgeoise et à la pédocratie française. Je suis un opposant à la pédocratie et je suis un opposant à la toxicocratie. Voilà, donc la pédocratie, c'est la violence, et la toxicocratie, c'est l'empoisonnement. Et on a dans le lobby militaire industriel et sa violence, et on a dans Big Pharma et ses intoxications, tout un instrument de contrôle de nos sociétés qui est au service des banquiers. Et ces banquiers sont principalement des Édomites et une seule famille, des Khazars. Donc on comprend mieux, mon objectif c'est de vous expliquer le contexte dans lequel on est, qui sont ces Édomites, qui sont ces Khazars, comment ils se coordonnent et comment c'est eux qui falsifient les civilisations, qui falsifient les initiations, qui falsifient la religion pour créer une imposture. Cette imposture, c'est la gouvernance mondiale des Édomites. Cette imposture, elle va bientôt finir, aux alentours de 2028, très certainement, si on en croit l'astrologie et les prophéties. Et mon travail, c'est aussi de vous aider à vous réconcilier avec la civilisation, la sédentarité, avec le nomadisme,
notamment avec les indigènes, mais aussi avec la religion et avec l'initiation. C'était notre cheval de communication, c'était de vous expliquer les religions, les initiations, les civilisations, le nomadisme, à travers l'angle de l'œuvre de René Guénon. Voilà, parce que évidemment, rien n'est une invention de Pascal Tréfinguy. Tout ça nous a été expliqué par René Guénon, qui est mon mentor philosophique, c'est un philosophe français, et je m'inscris dans cette école philosophique. Voilà. Alors contrairement à René Guénon, qui n'est jamais passé à l'acte, qui a toujours été dans le domaine des livres, qui a écrit des livres, qui est un intellectuel, qui était professeur d'université au Caire, eh bien, nous, on est passé à l'acte. C'est-à-dire qu'on a mis en place des instruments thérapeutiques pour vous aider à vous sortir de Big Pharma, mais en profitant des bons côtés de Big Pharma. Big Pharma a aussi des bons côtés. De sortir du lobby militaro-industriel, mais le lobby militaro-industriel, il a aussi des bons côtés. Quand vous êtes, votre pays est attaqué, votre maison est attaquée par des bandits, vous êtes content de trouver, ça c'est Krishna qui nous appelle pour la prière, vous êtes content de trouver la police ou l'armée. Donc c'est pour ça, je vous ai toujours dit, ne vous en prenez ni aux policiers ni aux militaires, ne vous en prenez pas aux institutions, ne vous en prenez pas à votre pharmacien. Les cadres, ils sont bons, les personnes ne sont pas forcément des mauvaises personnes, mais c'est le contenu qui est mauvais. C'est-à-dire ce qui est vendu à la pharmacie, le contenu intellectuel de la pharmacie, de l'armée et de la police n'est pas bon. Le contenu philosophique n'est pas bon. Parce que ce contenu philosophique, il est orienté sur les profits de l'industrie bancaire. Voilà. À partir du moment où on se sera débarrassé de la dictature bancaire, vous verrez que les policiers, les militaires, les pharmaciens sont des gens qui sont importants, qui ont une très grande utilité, les médecins aussi, mais que et c'est des bouddhas comme vous et moi, et quand on les aura débarrassés de l'ego que leur impose le système de domination par le loyer de l'argent, vous verrez que vous verrez aucun problème à vivre dans une civilisation avec une police, une armée, des pharmaciens, des médecins, etc., etc. Puisque ce qui gâche tout en réalité, c'est cette mentalité édomite. Et cette mentalité édomite, hein, la Ranja, cette mentalité édomite des orangers, eh bien, elle ne se maintient que par le pouvoir de l'argent. Voilà. C'est pareil avec nos amis Raymond et Nadine, c'est l'argent pour eux qui a été l'argument décisif, ainsi que Muriel. C'est à cause de l'argent et plutôt pour l'argent qu'ils ont décidé d'interrompre leur thérapie et d'essayer de m'assassiner, de détruire notre projet. Voilà. Ce n'était pour eux qu'une question d'argent. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, j'ai pas de problème avec eux, c'est des étudiants comme les autres. C'est eux qui ont un problème avec moi. Et le problème qu'ils ont avec moi, c'est que eh bien, le système les menace de leur couper leur argent s'ils continuent à reconnecter leur nature Bouddha. Voilà, donc c'est un système où, parce qu'ils sont connectés à ces réseaux de la pédocriminalité et ces réseaux de la drogue, eh bien, ils vivent sous la pression, ils vivent sous le chantage. Moi, je savais qui ils étaient et ce qu'ils avaient fait quand ils sont arrivés. Ça m'a absolument pas gêné. Ça me gêne pas du tout encore maintenant. Les instruments thérapeutiques qui sont là, je ne crois pas du tout à leur capacité à faire alliance. Ils ont, avec leur propre nature Bouddha, ils ont décidé de trahir leur nature Bouddha et de retourner au réseau de prostitution d'enfants et à la prostitution en règle générale. Et les deux autres, eh bien, il a recommencé puisque le torchon a brûlé quand il y a eu récidive au niveau de la pédocriminalité avec des tentatives d'abus sexuels sur des mineurs. Voilà. En tout cas, des gestes qui étaient déplacés. Voilà. Et puis à nouveau vouloir empoisonner, tuer, etc. Donc on a eu une rechute. Voilà. Et cette rechute, elle est classique du Dzogchen, elle fait partie de la thérapie. Après, soit la personne, elle retourne à son ego, et soit la personne réalise sa nature Bouddha, elle obtient l'éveil. Donc je vous l'ai toujours dit, c'est toujours très dangereux de demander l'initiation et de vouloir atteindre l'éveil parce qu'on ne sait pas quelles vont être les conséquences. C'est-à-dire qu'au dernier moment, eh bien, vous pouvez faire le choix d'une carrière infernale. C'était le choix de Freud. Lorsque Freud a été initié dans la Kabbale, à un moment, il a dû faire le choix entre l'éveil spirituel dans le cadre juif et une carrière infernale. C'est sans doute aussi le cas de Jabba. Il dit d'ailleurs lui-même que Gawain Sailor est mort. C'est une autre personne. C'est-à-dire qu'il a certainement eu un moment de son existence où il a dû choisir entre son ego et sa nature Bouddha. Et il a choisi une carrière infernale et destructrice au service de l'ego. Voilà. C'est comme ça arrive, c'est environ 2 tiers, 1 tiers dans les initiations. Il y a les 2 tiers des initiations qui ratent. D'où l'annonce qu'il y a de les 144 000, c'est un état spirituel, et que les 2 tiers de l'humanité seraient exterminés.
c'est une transposition dans le domaine de l'exotérisme, de principes ésotériques. C'est qu'il y a un étudiant sur 3 qui n'atteint pas l'éveil et qui repart dans une carrière infernale encore plus forte. Et l'état d'éveil, c'est un état 144 000 qui correspond au déploiement de l'intégralité des centres subtils par l'éveil et le déploiement total de la Kundalini. Voilà. Donc voilà ce qu'on fait, c'est pas sans risque. Ça m'a valu 4 ans de prison, ça m'a valu un cancer, plusieurs tentatives d'homicide, du harcèlement judiciaire, du harcèlement pratiquement au quotidien dès que j'utilise de la téléphonie mobile ou des ordinateurs qui viennent de la section psychotronique luxembourgeoise, qui a beaucoup de choses à cacher, qui a extrêmement peur que le public luxembourgeois sache ce qu'ils font. Alors, ils se cachent derrière le secret d'État, mais c'est pareil avec les trafiquants de drogue à l'intérieur de l'armée française ou les pédocriminels à l'intérieur des familles. Ils vous disent que c'est un secret de famille et que c'est un secret d'État. Il n'y a pas de secret de famille, il n'y a pas de secret d'État. Il y a notre nature Bouddha et l'ego. Alors, si vous voulez continuer à vivre dans l'ego social, continuez à vivre dans l'ego, mais vous êtes gouverné par des édomites et je peux vous assurer qu'ils n'ont aucune envie de vous amener à l'éveil. Ils n'ont surtout aucune envie de vous voir survivre, puisque leurs plans sont clairs, c'est 500 millions d'édomites, et les autres, vous pourrez aller vous faire cuire un œuf chez Plumeau. Voilà, comme on dit vulgairement en français, mais l'expression est assez amusante. Voilà. Sur ce, eh bien, si vous voulez nous rejoindre au Brésil, et si vous voulez suivre des cours, vous pouvez le faire avec nous, c'est pas sans risque. Il y a des personnes qui payent rien avec nous, tout est gratuit, c'est les boursiers. Puis il y a des personnes qui ont mis toute leur fortune, tout leur argent au service du projet. Moi, c'est mon cas. Mais il y a d'autres personnes aussi autour de nous qui ont donné 100% de leurs avoirs pour s'intégrer dans le projet. Ça peut être des petites sommes, ça peut être des grandes sommes. Merci à eux de leur engagement. Là, c'est vraiment un engagement complet. L'engagement à l'éveil, c'est un engagement qui implique tout votre être. Vous ne pourrez pas le faire superficiellement. Voilà. Donc après, chacun a un niveau d'implication jusqu'à l'éveil total. Voilà. Donc si vous voulez nous rejoindre, ben, je vous mets mon numéro de téléphone dessous. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp. On a un groupe WhatsApp qui sert un peu de porte d'entrée. Après, on a un groupe nouveau arrivant qui vous explique comment nous rejoindre au Brésil, soit en touriste, soit en visa thérapeutique, soit en visa d'1 an, soit en visa comme membre de notre clergé, soit en visa permanent. Il y a différentes formules. Donc on vous accompagne, on le fait gratuitement. Et puis ensuite, eh bien, quand vous êtes ici au Brésil, vous êtes pris en charge. C'est-à-dire que vous avez un petit sas. Moi, j'ai mis ma maison et la maison de ma tante à disposition de l'organisation religieuse. C'est-à-dire qu'il y a souvent, j'ai 8 personnes en ce moment chez moi. Elles y passent de 3 jours à 6 mois environ, selon leur capacité à intégrer la société brésilienne. Et quand elles se sentent prêtes, eh bien, elles partent dans la société brésilienne. Il y a aussi des personnes qui reviennent, à qui j'ai demandé de partir. Elles partent pendant un certain temps, puis après elles reviennent. En règle générale, c'est pas très bon signe quand je leur demande de revenir. C'est que je pense que ça se passe pas très bien et que je dois prendre une décision. Voilà. Donc, en règle générale, même si j'interdis personne de rentrer en contact avec qui que ce soit, les gens qui vont rentrer en contact avec le consulat de France et qui vont rentrer en contact avec ce groupe d'opposants sortent du projet définitivement. Voilà. Donc j'ai interdit à personne de les voir. Il y a des personnes qui sont allées les voir, qui m'ont informé qu'ils allaient les voir. Ni j'autorise ni j'interdis, donc ils vont les voir. C'est très intéressant parce que ça permet d'enregistrer aussi ce qu'ils racontent. Et donc on en a des kilomètres. Et donc ça permet de savoir ce que racontent Raymond, Nadine et Muriel et les personnes qui sont autour. Et ça permet aussi de voir quel est le rôle du consulat de France. Alors les autorités brésiliennes le savent, ces gens-là sont écoutés, observés. Pour moi, c'est assez intéressant de voir le positionnement et puis aussi les mécanismes psychologiques qui sont utilisés pour convaincre des personnes de mon entourage qu'il faudrait m'assassiner. Parce que ça a été encore le cas dernièrement dans une rencontre entre ce groupe d'opposants et une personne qui les a contactés. C'est qu'ils l'ont décidé à voler des documents à une de mes associées, à espionner, à savoir qui elle est, de semer la zizanie dans le groupe, de servir d'agent qui sème la zizanie, de voler des documents et de remettre ces documents.
C'est assez intéressant comme stratégie. Donc on s'aperçoit qu'on a vraiment une guerre qui est menée par trois psychopathes qui sont vraiment des cas psychiatriques lourds, qui sont impliqués eh bien, dans de la pédocriminalité, dans du trafic de drogue et dans des assassinats, dans des meurtres, en tout cas des infanticides et des tentatives d'homicide. Alors c'est vraiment des cas psychiatriques qui sont extrêmement lourds. En même temps, pour moi, c'est assez avantageux d'avoir ces personnes-là à proximité. Je dois dire que je m'en sers beaucoup parce que ça me permet de tester la fiabilité des personnes qui viennent sur le projet et ça me permet aussi de voir leur capacité à se positionner par rapport à leur propre nature Bouddha. Quand on est capable de croire Raymond, Nadine et Muriel, ce qu'ils racontent, des gens dont on peut démontrer qui ils sont, ce qu'ils ont fait. On a des fous en écriture de Nadine qui commencent déjà au 15 janvier 2021, donc pratiquement dès leur arrivée. Et puis on a aussi ce qui est lié à Samuel Morel, etc. C'est assez intéressant pour nous. Puis leurs déclarations. Puis alors, ce qui est très intéressant, c'est leurs mensonges dans leurs plaintes et leurs déclarations en justice, parce que il suffit de nous demander les documents et nous, on montre les choses. Et on s'aperçoit qu'en réalité, ce sont des menteurs pathologiques qui tirent les ficelles. Et ce qu'il y a derrière, c'est des gens qui sont dépendants du système et qui ne veulent pas décrocher du système. Et si vous êtes dépendant du système et si vous ne voulez pas décrocher du système, vous avez pratiquement aucune chance de vous intégrer dans notre projet. Ce projet, c'est un projet qui doit vous amener à fonctionner dans la société brésilienne sans être dépendant du système européen. Et si vous continuez à être dépendant des modes de pensée européens et des pouvoirs européens, vous ne vous intégrerez pas au Brésil. Pourquoi? Parce qu'ici aussi il y a un programme de psychotronique et le programme de psychotronique brésilien, il fonctionne en sens inverse du système psychotronique européen. Si le système psychotronique européen il va vers la confusion et votre destruction et utilise la pédocriminalité, le système brésilien il est à l'opposé. Il lutte contre la pédocriminalité, il est basé sur la famille il vous veut conscient et il vous veut constructeur au sein de la société brésilienne. Si vous avez des problèmes de pédocriminalité, si vous avez des problèmes de drogue, et si vous avez des problèmes de dépendance au système, vous allez avoir du mal à vous intégrer au Brésil. Et nous, ce qu'on essaie, c'est justement de vous permettre de guérir et de pouvoir vous intégrer au Brésil, d'y être heureux et de participer à... Le Brésil, c'est une merveilleuse aventure, hein, c'est un pays qui est en train de construire une nouvelle civilisation. Euh, et euh, pour moi, c'est la plus belle expérience de ma vie. J'ai vu la civilisation européenne en train de se détruire, avec les initiations en train de se détruire, les religions en train de se détruire. Et au Brésil, ici, j'assiste à la construction d'une civilisation, à la construction d'une nouvelle religion, à la construction de nouvelles initiations, et un peuple qui est enthousiaste, en bonne santé et qui aime sa nature, qui est exactement le contraire des Européens. Donc si vous êtes enthousiaste, si vous aimez les civilisations ou le nomadisme, si vous avez bon cœur, si vous croyez dans l'être humain, si vous voulez construire, si vous aimez les enfants en bien, c'est-à-dire pour les protéger, les voir grandir, si vous avez envie d'avoir une famille, si vous voulez être heureux, si vous voulez sortir des négativités, ben, le Brésil c'est le bon endroit pour vous. Et nous, on vous aide à vous apercevoir de tout ce que vous avez déjà reçu dans votre vie, tout le mal que vous avez fait et que vous ne devez pas reproduire et abandonner, et tout le bien que vous allez pouvoir faire dans la société brésilienne. Il y a tellement de bien à faire ici à tellement de personnes que c'est une opportunité en or. Voilà, ben, je vous laisse, c'était une vidéo un petit peu longue. Bien entendu, je suis toujours sur les menaces de strike de ma chaîne puisqu'on essaye de m'empêcher de m'exprimer. Ce qui n'empêche pas que... Alors, par exemple, Jim Leveilleur, donc Jean-Marc Nepernay, a demandé en justice la fermeture de mes chaînes et me prête des propos que j'ai jamais eus, enfin, pour autant que ça serait mes chaînes me prête des propos que j'ai pas tenus, donc c'est un menteur pathologique, hein, vous en êtes aperçu. C'est quelqu'un qui souhaite la liberté d'expression pour lui, mais jamais pour les autres. Et c'est pareil avec Jabba, c'est quelqu'un avec qui je suis rentré en conflit parce quand je disais des biens sur ses vidéos, ça ne le gênait pas. Quand j'ai critiqué certaines de ses vidéos et de ses modes de pensée, il est rentré en conflit et il a vu que Vitowski pouvait être utile dans la guerre médiatique qu'il voulait mener contre moi. En même temps, il mène cette guerre médiatique de destruction de la civilisation, des religions et des initiations, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui vous vend de la musique et de la musique nocive. Voilà. Voilà. Qui fait la promotion de l'usage des stupéfiants,
dans le cadre psychotronique et qui vous dresse contre la civilisation, contre la religion, contre les initiations, contre votre famille, comme il est lui-même dressé contre sa propre famille, et qui, en réalité, mène une cabale personnelle dont la clé est de continuer à faire la promotion de sa musique à caractère satanique, avec des chansons terribles comme Hotel California, où on raconte un dîner anthropophage où une femme va être dévorée par un groupe d'anthropophages dans le cadre du programme Ultra dans un hôpital psychiatrique entre Santa Barbara et Los Angeles. Voilà, il y a quand même des questions à se poser sur ce que chantent les gens et ce que vous répétez. Voilà. Donc c'est bien du reggae à connotation satanique. Voilà. Et c'est porté par la vague du fascisme écologiste steinérien, c'est-à-dire naturaliste. On y retrouve absolument tout de la pensée de Rudolf Steiner, de ce fascisme écologique qui prône la dépopulation et l'assassinat des personnes, avec tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la toxicomanie, les trafics de drogue, la psychotronique, la pédocriminalité, puis la dépopulation. C'est un programme qui est sinistre, qui est exactement le contraire du programme qui est en train de se mettre en place au Brésil. La preuve d'ailleurs, c'est que la base de données d'Egel, qui est maintenant plus en ligne, montrait que le Brésil allait croître entre 20 et 60 millions de personnes d'ici 2030. Or, on se demande comment en 8 ans la population brésilienne pourrait s'accroître de 10%. Tout simplement parce que vous allez avoir une guerre en Europe et que vous allez venir vivre au Brésil pour échapper à la guerre et à l'extermination programmée qui est prévue pour vous par les édomites du système bancaire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, c'est pas facile de venir ici. C'est pas facile d'étudier la gnose. C'est pas facile ce que vous allez apprendre sur notre groupe WhatsApp. C'est pas facile de venir ici. C'est pas facile de tenir le choc ici parce que vous allez être confronté à tout le bien que vous recevez en Europe et que vous ne voulez pas voir, tout le mal que vous avez fait en tant qu'Européen et vous-même en tant que personne dans le cadre de l'Europe. Vous allez voir, c'est terrible. On va vous montrer la déforestation. Quand vous faites des petits meubles en teck à la maison avec du bois brésilien, on va vous montrer dans les faits ce que ça donne. Quand vous compensez carbone, on va vous amener dans des déserts verts. Vous allez voir exactement ce que vous êtes en train de faire en toute bonne conscience. Vous êtes en train de détruire le Brésil avec des arguments écologiques. Voilà. Ah ouais. Donc c'est très difficile de faire face à ces responsabilités. Puis après, vous allez comprendre tout le bien que vous allez pouvoir faire aux Brésiliens qui sont autour de vous. Et en faisant du bien au Brésil, en faisant du bien aux Brésiliens, vous ferez du bien à vous-même. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai guéri de mon cancer, c'est en faisant du bien autour de moi. C'est ce que j'ai toujours fait du bien autour de moi, même en prison. Et principalement en prison, j'ai jamais nui à qui que ce soit en prison. J'ai fait que du bien autour de moi tout au cours de mon existence. Je continue à le faire ici avec beaucoup de joie, dans un système d'ailleurs qui encourage à faire du bien, alors qu'à Luxembourg, la psychotronique encourage à faire du mal, parce que les gens qui sont dans la psychotronique sont des gens malsains, malfaisants, qui font du mal et qui travaillent pour le mal. Voilà, alors travaillez pour le bien, faites-vous du bien et faites du bien aux autres. Ciao.